Salut tout le monde. Nouvel épisode de l'AI Engineering Podcast. On est que tous les deux avec Julien. La semaine dernière, on avait fait un épisode avec Hussein de Xork. T'en as pensé quoi? Ah, c'était super intéressant. Bon, déjà, le faire en anglais, c'était cool. On a eu des retours, parce que j'ai pas mal de gens que je connaissais qui étaient contents de nous écouter en anglais. Donc, je pense que c'est un truc à répéter. Puis d'avoir un guest, je trouve que ça rajoute une dimension. Donc, enfin, un guest, pas forcément sur les news, mais sur son focus. En plus, il est en train de construire une application, donc il a des états intéressants. Donc, je crois que c'est assez cool. Je sais pas si toi, moi, je le connaissais déjà, Hussein. Mais je sais pas si toi, t'as bien aussi l'échange. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, franchement, c'était trop intéressant. En plus, vu qu'on l'a fait deux fois, on a eu deux discussions d'1 heure avec lui, puisqu'on avait eu un problème de son avec la première version. Donc, franchement, c'était très cool. Ouais, il faut qu'on reproduise ça en anglais avec d'autres personnes. Aujourd'hui, ça va être un épisode du coup de news. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Le premier truc, c'est Composer 2. Je sais pas si tu as suivi un peu le drama Cursor qui a sorti Composer 2. Ils ont juste dit, bon, on a fait Composer 2, blablabla. Et les gens, en jouant un peu, ils se sont rendus compte que l'embedder et la manière dont ça répondait, ça ressemblait très étrangement à Kimi 4.2.5. Sauf que dans la licence de Kimi 4.2.5, il y a écrit si vous êtes une boîte qui fait plus de 10 millions de revenus ou quelque chose comme ça, vous devez absolument mentionner que vous utilisez Kimi 4.2.5 pour votre modèle. Et Cursor l'avait pas fait, du coup ils se sont pris un peu un backslash. Alors, ils se sont défendus en disant bah, on utilise Firefly, je crois, Firefly AI, et du coup, on a la licence de Firefly et c'est Firefly qui doit mentionner ça, mais pas nous parce que c'est un sous-traitant. Et on a utilisé Kimi que pour 25% du training, etc. Et voilà. Je sais pas ce que tu en as Et pensé, du si coup, tu as ils ont, testé. ce que j'avais compris, c'est qu'ils avaient juste fait le post-training dessus. Mais ils ont quand même, parce que c'est 25%, c'est quoi le 25% exactement? Ouais, je sais plus, j'ai lu un endroit. En gros, ils ont commencé à faire. Moi, je crois qu'ils ont commencé à utiliser Kimi 2.5 au tout début, et puis après, ils sont partis sur leur propre truc à eux. Ah, ok, ok. Parce que moi, ce que j'avais compris, c'est vraiment juste, ils avaient pris Kimi, ils avaient juste fine-tuné un petit peu sur des exemples de code, et voilà, ils avaient lancé le truc. Bah, je crois pas. Enfin, du coup, un peu moins loin que ça. Enfin, ils ont Bah quand oui. même bien divergé, quoi, Ouais. dans ce sens. Ok. Et le truc qui est assez ouf, bon, je l'ai testé un peu Composer 2, c'est cool parce que c'est rapide et tout. Ce qui est intéressant, c'est que quand ils ont sorti le benchmark sur le benchmark interne, ils disaient que leur Composer 2, il était au niveau de Opus 4.6 à 7 fois moins cher, quoi. Je l'ai un peu testé les derniers jours. Franchement, ce qui est impressionnant, c'est qu'il va vite. Ils ont un Composer 2 qui est fast, qui va vraiment vite. Et ça, c'est vraiment agréable d'avoir ça. Et sur certaines tâches, en gros, j'ai fait des tests où j'ai mis genre plusieurs modèles en parallèle. Genre, j'ai mis Composer 2 Hmm. plus 4.6. Et ça arrivait plusieurs fois que les deux arrivaient littéralement à la même conclusion, dont Composer 2 qui allait facile 10 fois plus vite que Opus 4.6. Je dis 10 fois Opus, tu vois, mais tu Ouais. voyais significativement la différence. Après, je pense que la vitesse, je sais pas si c'est vraiment un critère dans ce sens. Moi, je préfère avoir un truc qui est un peu plus lent, mais qui fonctionne mieux qu'un truc rapide et qui fonctionne un peu moins bien, quoi. Ça dépend. Moi, je pense que ça dépend de à quelle étape tu en es du process, tu vois. Mais ouais, en général, tu as envie d'un truc qui marche, tu vois. Mais à des moments, tu veux juste corriger un truc vite, tu as la flemme d'ouvrir le fichier, tu veux que ça aille vite, tu vois. Tu veux pas qu'il repousse la Ouais. part entière. Ok, ok. Oui, ok, ok. Sur les petits edits, je suis d'accord. Mais après, sur la plupart des tâches, enfin, on opère tellement à un niveau de plus en plus haut qu'au Ouais. final, tu veux juste avoir la bonne réponse, quoi. Et après, comme on disait tout à l'heure, tu parallélises de toute façon et que ça te prenne 5. Ouais, ouais. En gros, mon point, c'est que vaut mieux un truc qui marche qu'un truc qui soit rapide. Mais après, s'il est rapide et qui marche, bon, bah, c'est le top, quoi. Ouais, de ouf. Et ça me fait penser à ça, là. Cursor, ils ont sorti une nouvelle manière de faire du grep qui s'appelle Instant Grep. Et alors, ce qu'ils disent, c'est que sur des milliers de fichiers, là, ils ont fait une comparaison où RIP grep prend 16 secondes et leur Instant Grep prend 13 millisecondes. Et ça, c'est aussi un truc, c'est agréable, tu vois, genre, si sur les grosses code bases, ça permettrait de trouver des trucs tellement plus vite. Tellement. Et ils indexent ou comment? Il faut comment? Non, ils ont juste écrit des nouveaux algos. Enfin, c'est pas des nouveaux, ils ont réimplémenté des algos qui existent depuis longtemps de text search, quoi. Donc là, il y a tout un article dynamique. J'avoue que j'ai pas trop creusé le Ok, truc. ok. Mais il y a tout un article dynamique où ils t'expliquent comment ils ont changé l'algo et tout. Ok, ouais, bah ouais, ça c'est clairement un bottleneck, hein. Quand tu vois le nombre de fois où ils cherchent. Après, en fait, ouais, exactement. Forcément, ça va s'optimiser avec le temps. Ouais, c'est sûr. Il y a cet article que tu avais partagé, Ouais, ouais, Liberate Open Source. oui, je trouvais ça assez drôle. Au début, je pensais que c'était un scam, enfin, c'était vraiment une blague. Et en fait, non, il y a vraiment des gens qui vendent ce type de service où, en gros, ils proposent de réimplémenter des libres open source pour s'affranchir des restrictions open source et des dépendances. Ah, mais c'est pas un troll. Moi, je croyais que c'était un troll au début. Je sais pas, mais je crois pas. Je sais pas. Bah, tu vois. Parce que moi, franchement, quand je l'avais vu, je me suis dit, c'est un troll ce truc. Mais t'as raison, c'est peut-être. Ouais, mais moi, je pense pas que ce soit un troll. En gros, l'idée, c'est
pointe une librairie open source et le truc, il recode ta librairie, la librairie open source et du coup, après, elle devient propriétaire à toi, quoi. Exactement. Et Bon. Éthiquement, ça a des questions, quoi. bah, de toute façon, l'éthique et l'IA, Ouais, il y a beaucoup de questions, quoi. c'est vrai. Quand tu vois que toutes les grosses boîtes, de toute façon, elles sont basées sur enfin, ils ont violé les copyrights de partout. Là, tu vois, à Cursor, ça revient aussi, on retourne aussi dans cette zone grise un peu. Ouais, c'est quand même, ouais, c'est quand même, c'est pas simple de naviguer niveau éthique, je trouve, tout ce nouveau monde. T'as raison. Et j'avais un post, je crois, aujourd'hui, littéralement, hein, la même chose que ça. C'est une boîte qui voulait utiliser un outil qui était en licence AGPL ou un truc comme ça. Et ils l'ont fait passer dans LLM, ils l'ont transformé en licence MIT. Et les outillages qui comparent les codebases pour voir qui sont les trucs référents pour vérifier s'il y a eu de la copie de licence, des trucs comme ça. Je crois que ça faisait 1% de similarité entre les deux codebases. Ouais, 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 ouais. Et vous y pensez d'ailleurs pour Nao? Est-ce que c'est un sujet à risque? Vous avez discuté? Bah, je pense que ça l'est. Après, de mon point de vue, nous, ce qu'on fait, tu vois, c'est une boucle agentique. Enfin, alors plusieurs choses. Je pense que tu es plus à risque en plus quand tu es une boucle, quand tu es en boîte noire, je pense. Parce qu'en fait, en boîte noire, enfin, je pense que c'est mieux d'être open source et d'être transparent sur la manière dont le contexte est géré, surtout sur les trucs data comme on a nous. Et c'est aussi un positionnement qu'on a envie d'avoir, tu vois, d'être open source que d'être en boîte noire, hein. C'est trop dur de savoir en fait, tu sais pas. Ouais, c'est dur. Tu sais pas parce que dans les deux cas, t'as des désavantages. Open Ouais, source, on te copie en 2 secondes. Boîte noire, on ne fait pas confiance. ouais. Donc, Mais je pense que sur le truc de l'open source, c'est que. Il y a un autre truc, c'est que tu vois, dans Nao, aujourd'hui, il y a beaucoup de libs qu'on utilise qui sont aussi des libs open source. Tu vois. Genre, on est basé sur le AI SDK de Vercel, on utilise le chat SDK de Vercel, on utilise pas mal de trucs qui sont open source. Ensuite, Email Inboxes for AI Agent. Ça, tu l'utilises, tu m'as dit. ouais, ça c'est trop bien. En fait, j'ai pas envie de donner accès à mes boîtes mail, à mes agents. Mais du coup, en fait, la stratégie pour contourner ça, c'est juste de donner des adresses mail temporaires aux agents pour chaque projet. Donc là, par exemple, on est en train de regarder pour partir en Italie. Mais en fait, j'ai demandé à Claude Code de se créer une adresse mail là-dessus et d'envoyer plein de mails à plein d'agroturismo en Italie. Et puis ça marche trop bien, quoi. Et du coup, après, une fois que j'aurai fini, bah voilà, je vais dropper les adresses mail et passer à la suite. Mais il y a juste un truc qui est un peu problématique, c'est qu'ils chopent des noms d'adresses mail, ils sont un peu bizarres. Ouais, Genre genre ça, là. Big. Ouais, exactement. Et donc, niveau crédibilité, je pense que j'ai loupé des réponses à cause de ça, d'hôtel. Mais je trouvais l'idée assez brillante. En plus, 'fin, c'est vraiment orienté pour les agents. Tu copies un skill, je crois. Et puis ça marche du premier coup. Mais voilà, du coup, je trouve que c'était une bonne manière d'isoler aussi les agents pour limiter les risques. Tu leur files juste une adresse mail pour un projet et après c'est fini, quoi. T'as payé ou t'es resté en free? Free, ouais. Ouais, parce que tu vois, a priori, là, tu vois, quand tu es en développeur, tu peux avoir des custom domaines. Donc après, je pense que Ouais, tu peux le résoudre avec ça. ouais, juste, ouais, ouais. Mais je trouve Et, ça et, bien. et Ouais. du coup, toi, en tant que propriétaire des inbox, tu peux quand même voir les inbox de tes agents et reprendre, enfin, prendre la main à des moments ou juste voir ce qui se passe. Moi, je demande à l'agent de me lister les emails qui Ah sont oui, les tu le réponses. fais tout dans le code, tu vas même pas dans la UI. Ok. Non, non, ça m'embête pas. Ouais, c'est intéressant, je pense que c'est un bon truc. Là, aujourd'hui ou hier, il y a Claude dans Cowork, ils ont annoncé le computer use sur macOS. Donc, tu parles sur Cowork et Claude est capable de contrôler ton ordinateur pour faire des PDF, enfin des PDF, des slides, etc. Je pense que c'est la next step, quoi. Ils sont vraiment en train de rajouter, de prendre contrôle de tout et d'être la télécommande de tout ce que tu fais, quoi. Est-ce que tu crois que tout va devenir desktop first? Dans le sens, est-ce que toutes les web apps elles vont disparaître? Est-ce que le browser va plus être finalement si utile que ça? Et tout va se faire via une app locale, une app desktop, comme ça, comme Cloud Cowork ou des choses similaires. Je sais pas. En fait, il y a tellement de possibilités parce qu'en fait, tu peux dire, OK, ça peut être desktop. Mais en fait, ce qu'a montré OpenClaw, c'est qu'aussi, il y a des gens qui ont envie de l'avoir sur ton téléphone, tu vois, ou en mode chat juste dans le téléphone. Et sur le téléphone, tu peux pas aller aussi loin, tu vois. Genre, tu vas pas faire ça dans ton téléphone, les slides infernales, quoi. Enfin, t'as pas envie d'avoir l'output de la slide sur ton téléphone. Ouais, ouais. Donc, Au final, le téléphone, c'est juste une manière de communiquer avec ton app qui tourne quelque part. oui, mais du coup, c'est pour ça que je dis, c'est que si tu as le téléphone, le truc, c'est plutôt cloud que desktop, tu vois. Tu vois ce que je veux Ouais. dire. Ouais. Tu contrôles pas un Ouais. PowerPoint local, tu contrôles Google Sheet ou PowerPoint cloud, tu vois, dans ce cas-là, quand tu es sur ton téléphone. Mais ouais, parce qu'après, ils ont lancé un truc où tu peux pas. Je crois que tu peux faire communiquer ton cloud local avec
Ouais. Telegram maintenant, non? Il C'est me semble. Dispatch ou Channel, je sais plus. Ils ont sorti 2 trucs, une semaine sur l'autre, je sais plus lequel est lequel, mais je crois Mais que c'est du coup, peut-être en fait, Channel. le worker, il est sur ta machine, Ouais, mais tu communiques avec ton téléphone. Donc ça ouais, revient à du local first aussi, d'une ouais. certaine manière. Bah, en fait, c'était leur manière de répondre à OpenClaw, hein. Enfin, je pense que Ouais. où en gros, tu as tout sur ton enfin, OpenClaw en fait, la grosse tendance actuellement, c'est le OpenClaw plus, computer, quoi. C'est genre chacun a son propre computer. Sur ce computer, il y a tes droits, il y a qui tu es, il y a tout ton contexte et là-dessus, tu as un agent qui auto-apprend, qui fait des choses et je pense que le truc qui est malin d'Anthropic, c'est de dire: «Bon, bah, Cloud Code, c'est le truc pour les devs ou pour, un peu plus que les devs. Cowork, c'est pour, l'interface un peu plus simplifiée». Et tu as ces 2 outils-là et ces 2 outils-là, ils vivent en local sur ta machine et tu peux les contrôler depuis n'importe où, tu vois? Et je trouve que je pense que c'est la bonne strat et c'est malin, hein. Après, la collaboration, je sais pas comment les gens gèrent la collaboration. Quand tu as plusieurs gens. Après, tu as ouais, Office 360 où tu as des fichiers, de toute façon, PowerPoint, etc. C'est tout partagé en fait. Ouais. Tu vois, pas- Bah, je pense que sur la collab, il y a des questions qui se posent, ouais. Parce que qu'est-ce qui se passe si tu as 2 personnes enfin, aujourd'hui, je pense que c'est pas adapté, tu vois? Si tu prends genre un Google Slide, à mon avis, si tu as 2 agents qui bossent à la vitesse d'un agent sur le même Google Slide, Google Slide a pas un système de versionning qui est adapté à ça, je pense. Ouais. Bah après, oui. Mais après, maintenant, tu as Claude à côté, dans ton Google Slide directement. Donc, c'est toi qui le contrôle, hein. Oui, en fait, Ouais, c'est plus pour faire du synchrone avec ton agent que vraiment un agent en asynchrone qui va travailler tout seul. Ouais, ça. ouais. Je pense qu'ils peuvent rapidement, se marcher les uns sur les autres, les agents, si tu les mets sur la même présentation et que tu leur demandes de faire des trucs. J'ai redécouvert OpenClaw là, la semaine dernière. Ouais, Et j'ai j'ai compris le truc. J'avais déjà compris un peu le truc, mais j'avais essayé, puis je sais pas, je trouvais ça un peu buggy, ça marchait pas trop. Puis là, j'ai refait un bon setup où vraiment une channel Slack par projet ouais. avec des subagents par thread, etc. Et franchement, ça marche trop bien, quoi. Enfin, ça marche trop bien, puis ça me permet de tester tellement de trucs en plus. Enfin, je trouve ça c'est vraiment, vraiment trop puissant en fait. Et juste pour dire aussi, on a setup pour nous un. C'est quoi? C'est un OpenClaw qu'on a sur la boucle Telegram ou c'est autre chose? Ouais, c'est un OpenClaw. Ouais, on a setup pour nous un OpenClaw sur une boucle Telegram qui nous permet de gérer tous les liens qu'on se partage et toutes les news. Il faudrait peut-être qu'on le montre, un de ces quatre. Si ça vous intéresse, dites-le en commentaire pour ceux qui écoutent. Ouais, mais ouais, du coup, j'ai j'ai enfin compris le truc. Enfin, je sais pas si toi tu l'utilises, enfin pour ta boîte, mais en fait, tu peux tellement parquer des sujets sur le côté, tout en ayant une manière d'avoir une vue d'ensemble sur tout. Enfin, je trouve que c'est trop bien pour manager plein de petits trucs en parallèle. Non, moi je l'ai pas déployé pour l'instant. Il y a quelqu'un dans l'équipe qui l'a testé, qui l'avait mis sur un serveur avec un GPU, avec un modèle local pour tester. Mmh. Et Ouais. on avait un peu joué avec ça, mais après on l'a posé parce que ce que ça faisait, ça nous servait pas trop. Enfin, genre c'était un truc qui faisait du défocus plus que de l'intérêt pour l'instant. Je pense que Donc, c'est un problème, c'est un sujet de setup. Faut bien réussir à trouver la bonne manière de le positionner dans ton workflow ouais, c'est ça. de tous les jours. Yes. Ensuite, il y a ça qui est intéressant, c'est en décembre, Anthropic. Attends, je m'entends en écho parfois. En décembre, Anthropic, ils ont fait une étude sur 80 000 users et ils posaient des questions, je pense, dans les conversations de Claude et ils ont foutu les résultats. Bon, je trouve que franchement, c'est fun la manière dont ils ont fait. Ça se rapproche des stories de Nao, c'est des graphes avec un peu du texte au milieu qui raconte l'histoire. Et voilà. Et c'est principalement des bar charts qui expliquent tout ça. Bon, j'ai pas grand chose à faire à part, bon, si vous voulez aller le voir, allez le voir. Je sais pas si tu l'as lu de ton côté. Non, j'ai pas lu du tout. Non, non. Ensuite, il y a cet article-là qui est, je pense, méga intéressant. Un lead back-end chez Manus. Manus était un truc d'automatisation back-end, enfin cloud agent, qui est d'origine chinoise. Et en gros, ce qu'il dit, c'est après avoir construit des agents pendant 2 ans, on a arrêté de faire du function calling. Voilà ce qu'on a utilisé. Et du coup, ce qu'il explique, c'est qu'ils ont wrappé globalement tous les function calls dans des bash, ou pas bash, mais dans du Unix style command qui permettent d'exécuter les fonctions en fait. Et donc en fait, tu fais run, tu donnes le nom de la commande et tu laisses l'agent se débrouiller avec ça. Je sais pas ce que tu en penses, si tu as testé, si tu as fait des trucs avec. Ouais, bah, je fais tout comme ça maintenant. Ok, En fait, j'expose que des interfaces type bash à l'agent, et après tu le laisses se débrouiller avec les tools qu'il connaît. Et voilà, après là, les problèmes, enfin, ça implique plein de choses. C'est un, est-ce que tu lui fais vraiment exécuter, est-ce que tu exécutes vraiment les commandes derrière, ou est-ce que tu gères ça différemment avec
des outils spécifiques. Par exemple, tu maps ls à un outil qui lise des fichiers, je sais pas, ou qui lise des records dans Postgre, ou est-ce que tu exécutes vraiment ces commandes? Et si tu exécutes ces commandes, comment tu le fais dans un environnement protégé, isolé? Ou typiquement, si tu as une application où tu as différents tenants, comment est-ce que tu isoles les tenants? Après, dans un tenant, si tu as plusieurs workspaces, comment est-ce que tu isoles les workspaces? Voilà, c'est un peu les questions que je me pose. Parce qu'après, tout ce qui est. Le problème, c'est que pour isoler une exécution, tu as plein de solutions de sandbox. Bah, tu as testé pas mal avec Nao, on en a Ouais. parlé la dernière fois. Mais elles sont toutes super lourdes et elles demandent des droits assez admin en fait sur ton image. Et du coup, ce qui fait que ça devient rapidement assez lourd à déployer. Tu peux pas utiliser des passes directement. Tu peux pas déployer sur, je sais pas, modal Vercel. Ouais. Et donc, du coup, là, c'est un peu là, je trouve qu'il n'y a pas encore trop de solutions qui soient très propres. Il y a justement Just Bash de Vercel Ouais. qui expose en fait des outils Bash directement dans Node et puis qui ont recodé en fait l'interface en fait. Et Ouais, ça marche, mais c'est limité. Pourquoi tu dis que c'est limité? Ouais. Je crois il n'y a pas toutes les commandes qui sont Ouais, réimplémentées. bien sûr, il n'y a pas toutes les Ouais. commandes. Il y a pas mais il y a quand même un paquet de commandes de base quoi, qui sont intéressantes pour les boucles agentiques, mais c'est sûr qu'il n'y a pas tout ce qui existe en Bash. Mais tu vois, il y a quand même un sacré paquet de shell, enfin de fonctionnalités qui sont déjà supportées. Et ça, c'est assez stylé. J'ai commencé à le tester dans Nao. Je ne l'ai pas encore release pour tout, mais c'est assez cool. En gros, tu as un exec de commande Bash qui en fait se transforme en commande TypeScript. Enfin, c'est réimplémenté en TypeScript derrière. Et du coup, tu peux avoir une allow list des commandes que tu veux seulement autoriser. Genre, si tu veux pas que ça fasse des trucs en write, tu peux prendre que les commandes qui sont du read et tu gardes que celles-là, quoi. Et franchement, c'est assez bien foutu. Et il y a un autre truc qui est génial sur ça, c'est qu'en fait, tu peux lui donner du coup des file systems. Et du coup, tu as trois types de file systems, ou quatre, je sais plus, ouais, quatre types de file systems. Tu as un file system qui est genre juste en mémoire. Donc, tu lui donnes des fichiers et les fichiers, ils sont juste en mémoire quand le bash se lance. Et donc, c'est pas un file system matérialisé. Tu as un file system qui est du coup un overlay FS sur un vrai file system. Donc là, c'est plutôt du copy on write, c'est-à-dire que ça lit depuis le disque et ça met la donnée en mémoire. Donc voilà. Ensuite, tu as read-write, donc c'est bidirectionnel. C'est le file system et les commandes bash, quand tu écris, ça réécrit sur le disque. Et après, tu as du mountable, donc tu peux combiner tous les file systems avec les différents endroits. Et donc, tu peux dire, j'ai un endroit qui est l'endroit où il y a la knowledge base et c'est que du read-only. Et j'ai un endroit où c'est du read-write parce qu'en fait, c'est le workspace de l'agence. C'est là où il va écrire sa propre mémoire, ses propres trucs et ses trucs pour garder pour le futur, quoi. Et donc, tu lui donnes ces deux trucs-là, Ok. c'est géré. Et c'est trop stylé parce que du coup, tout est géré par l'outil, l'isolation, etc. C'est-à-dire que tu as ton pack qui est sur une image Docker et en fait, tu peux attacher un volume qui est partitionné par, disons, workspace et après Ouais, juste sandboxer le workspace sur lequel l'utilisateur travaille. yes. Ok, ouais, bah, ça c'est pas mal. Ouais, c'est trop malin. Et ça, dans Nao, en fait, j'avais déjà répliqué à peu près ça, mais j'avais juste du overlay FS, globalement. J'avais pas le reste. Mais du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, bah, est-ce que je. Enfin, tu vois, là, on arrive sur le build versus blague. Genre, est-ce qu'en fait, je pars sur cette lib qui est pas si populaire, hein. Enfin, genre, ils ont lancé en janvier et il y a des libs de. Enfin, je sais jamais trop, Vercel, ils sortent des libs toutes les semaines, ils sortent une nouvelle lib open source ou une nouvelle idée. Donc, tu sais jamais trop si le truc il va rester sur le long terme ou si c'est pas mieux de le réimplémenter de mon côté, quoi. Mais genre, l'idée est vraiment bien. Et pour l'exécution de script Python, par exemple, est-ce que Ouais, tu peux le faire? ça, du coup, non, parce que là, il n'y a pas l'implémentation. Si je dis pas de bêtises, il n'y a pas d'implémentation d'exécution. Ah, si, il y a Python. Mais le problème, c'est que je sais plus trop ce que ça exécute comme runtime derrière. Pour moi, l'exécution de script Python, il faut voir. Faut mixer ça avec genre Monty ou. Parce qu'en fait, avec Monty, je pense que tu peux forward une commande Python que tu appellerais ici, qui en fait appellerait un Monty qui a le bon file system monté aussi derrière, tu vois. Parce qu'en fait, ton Python, tu Ouais, veux c'est qu'il ça. soit isolé aussi, tu vois. Exactement. Sinon, tu fais un CD, un LS depuis le Python, quoi. Bah ouais. Il faut que le Python, il ait genre la même encapsulation de file Isolation, system. ouais. Ouais, ouais. Puis après, tu as toute la gestion de librairie, mais ouais, ok. Donc ça, il faut rajouter encore une layer par-dessus. Ouais, je pense. Sur le Python, j'avoue, j'ai pas testé. J'ai testé le reste, mais j'ai pas testé la partie Python. Mais ouais, c'est trop Parce stylé, je trouve. que ce que j'ai fini par faire, c'est faire un bvrap sur Fly.io dans une micro VM par tenant. Enfin, par workspace. En fait, ça pop une micro VM par workspace et après, j'isole avec bvrap. Mais ça, du coup, c'est pour. Là, ce setup que tu fais toi, c'est pour ton dev perso ou c'est pour des apps que tu dev? Pour des apps, Ok. pour des agents. En fait, ce que je veux, c'est avoir des agents qui sont capables de contrôler tout, le front-end, et puis qui sont aussi capables de faire des actions sur les data, enfin, qui ont plein de tools,
mais je veux manière la plus safe, c'est-à-dire que l'agent soit isolé, etc. Ouais, Et tout basé à partir de fichiers, parce que voilà, tout se fait avec des fichiers maintenant. ouais. Ouais, trop intéressant. Donc, je pense que, enfin, cet article est vraiment bien sur la partie comment décomposer ta CLI, enfin tes function calls en CLI-like. Pour être honnête, je pense que la vérité se trouve entre les deux, tu vois, parce que je pense que son truc est bien et c'est malin, tu vois. Mais, enfin, ça dépend. Je pense que ça dépend ce que tu veux optimiser et le type de boucle agentique que tu prépares, tu vois. Si tu veux des trucs pour du code, je pense que ça a vraiment beaucoup de sens, ça. Quand tu es sur des trucs un petit peu moins enfin, dans un plus petit périmètre, potentiellement juste avoir quelques tools ou ces tools-là wrappés sur un méga tool qui est au-dessus, qui réplique une CLI-like, je pense que ça suffit. Avec tu sais, de la discovery C'est-à-dire, progressive. Bah, en fait, le truc, c'est que, tu vois, genre sur Nao, je me posais la question justement de mettre du bash et de faire justement le just bash, tu vois. Mais est-ce que pour trouver juste le contexte, qui est genre un truc où j'ai juste besoin de grep, de ls, de read un fichier, donc cat ou une autre manière de read, peu importe. Est-ce que j'ai besoin de prendre un fully fledged bash et de juste restreindre ces commandes, ou est-ce qu'en fait juste appeler des tools qui ont le même nom et les wrapper dans des tools ou juste dans les wrapper dans un seul tool qui a les 4 trucs, ça suffit pas, tu vois, sans te dire que c'est forcément un bash. ouais, c'est C'est la c'est- question. c'est- c'est juste une question de vocabulaire en fait que tu donnes à l'agent. C'est comment tu fais pour que l'agent il comprenne qu'il est pas trop perdu. Mais en fait, si tu lui donnes un bash qui est un sous-ensemble de bash, potentiellement il va croire que c'est un vrai bash et du coup il va passer son temps à écrire des trucs qu'il est pas, qu'il normalement il sait écrire qu'il marche Ouais, pas, tu vois. Donc quand tu es dans un, exactement. c'est à quel moment tu vois genre le subset est intéressant de passer sur le bash versus rester sur un truc qui est un petit peu plus petit périmètre pour pas lui dire bah en fait tu peux tout faire mais tu peux pas tout faire. Après, là, je sens que la réponse que tout le monde donne, c'est en fait, tu te restreins pas, tu lui donnes un bash, mais juste isole le bash, comme ça, t'es pas embêté, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Ensuite, bon, c'est un truc qu'on a. Je pense qu'on l'a dit plusieurs fois, mais je pense que ça. C'est marrant parce que j'ai eu des discussions cette semaine et en fonction d'à qui tu parles, il y a deux trucs. C'est soit the code was the bottleneck, now is the PR. Donc là, c'est en fait tous les devs commencent à shipper de plus en plus et du coup, à la fin, tu te retrouves avec beaucoup plus de PR qu'avant et pas assez de personnes qui ont envie de review parce qu'en fait, la flemme de review du code de l'LM qui est beaucoup trop gros, beaucoup trop de lignes de code tous les jours. Donc ça, il y a une petite partie de la pièce qui est celle-là. Et il y a quand même l'autre partie de la pièce. Je parlais avec quelqu'un qui disait, bah, moi, mon problème, c'est plutôt bottleneck, c'est plutôt la création de spec, tu vois. Genre passer mon temps à savoir ce que je veux faire, parce qu'en fait, ça va beaucoup plus vite pour le shipper. Et du coup, je vais pas assez vite pour produire les trucs en amont de ce que je veux faire. Ouais, je pense que ça dépend un peu dans quel type de projet tu travailles. Ouais, Si dans un greenfield où tu commences from scratch, bah, logiquement, ton bottleneck, ça va être les specs. Et quand tu as déjà un énorme projet enfin, un projet que tu essayes d'améliorer de manière incrémentale, bah là, c'est avec la PR, la limitation, je pense. Mais je sais pas, moi, la PR, j'ai l'impression qu'avec des bons process de QA, en général, tu arrives quand même à enlever une partie du travail. Parce que j'ai l'impression, après, moi, ouais, c'est probablement un peu biaisé, mais parce que je fais pas mal de projets Greenfield en ce moment. J'ai l'impression que si tu as des bons process de QA qui sont bien en place, en général, tu arrives à sortir déjà des trucs solides où tu n'as pas besoin de relire toutes les lignes de code, quoi. je suis d'accord. Je pense qu'il y a quelques trucs qui sont critiques. Là, si je pense à Nao, les trucs critiques, c'est, je dirais, l'évolution du schéma de base de données. C'est est-ce que j'ai envie que le LM il crée 3 nouvelles tables pour cette nouvelle feature ou est-ce qu'il faut pas qu'on compacte un peu plus Est-ce que tu vois, genre, le modèle de données, il est correct. Donc, je pense que ce truc-là, et ça, honnêtement, c'est difficile à. Enfin, j'ai quand même envie d'avoir la main sur ce truc-là parce que Ouais, logiquement. Ouais. c'est important, tu vois, le data model. Et après, tu as la deuxième partie qui est un peu plus les tests UI. Et ça, honnêtement, je ne suis pas encore arrivé. Bon, ce que je disais, c'est que sur Cursor, moi, je suis capable d'avoir des screenshots de la UI, mais c'est assez lent. Et c'est pas encore vraiment des vidéos. En fait, c'est des images, les mises les unes à la suite des autres, de chaque clic, tu vois. Enfin, ils trouvent une manière de faire un peu une vidéo à partir de quelques images de clics. C'est pas encore prêt, quoi. Bah, l'UI, c'est le plus dur. Je trouve que l'UI, c'est le plus dur à tester, en effet. Ouais. Parce que les LM, ils sont nuls à se localiser sur une image. Je sais pas, j'ai essayé de faire un bot pour jouer Et en fait, genre, l'année dernière, j'ai envoyé un screenshot. Où est se situe le jeton blanc à côté de quel joueur? Et à chaque fois, il se plantait, quoi. Enfin, non, il fallait pas à chaque fois, mais il avait peut-être Ouais. 80% de taux de succès. Et en fait, ils ont vraiment du mal à se localiser sur les images. Mais ça, c'est intrinsèque Et- à juste la techno, c'est que ouais. pour pouvoir se localiser, il doit faire un transcript de l'image la plupart du temps, enfin de ce qu'il y a dans la UI et des coordonnées, et après il se déplace. Surtout quand c'est des images qui décrivent des interfaces, quoi. En fait, si c'était un truc qu'il est en live où il est capable d'avoir le DOM
et il peut faire du sélecteur de DOM. Là, ça marche vachement bien. C'est un peu le browser use, quoi. Mais quand c'est une capture d'écran d'un navigateur, c'est vachement plus dur. Ouais, c'est clair. Pas trop solvé encore. C'est là où c'est trop galère de faire des UI, je trouve. Enfin, c'est le plus galère. Ouais. Ça devient le plus galère. Et c'est là où potentiellement tu as envie de passer le moins de temps à review le code, mais tu as envie que ça respecte ton design system et qu'il y ait quand même une cohérence, tu vois. Et donc en fait, la balance, elle est assez dure, je pense, sur la review du UI. Ouais. Ensuite, bon, parce qu'on revient à nos premiers amours, tu vois, un peu de DBT. On n'a pas trop parlé, de DBT. Mais là, c'est Tristan Andy qui dit que Fusion va être GA dans un mois, dans à peu près un mois. Donc Fusion, euh, il fait l'analogie, c'est le TypeScript, mais pour le SQL. Et ça débloque pas mal de use cases. Et franchement, quand Fusion est sorti, moi, j'avais trouvé ça génial sur la partie agentique, quoi. Ça fait que de manière statique, tu peux valider si ton SQL est bien sans en faire un round trip vers ton warehouse. Donc en fait, pour Ouais. les boucles agentiques, analytiques, c'est génial, quoi. Le seul problème de Fusion, c'est que c'est pas fully open source. Et donc, c'est dommage que ça soit un provider externe qui ait besoin de faire ça et que ce soit pas les warehouses qui aient cette possibilité-là. De valider les requêtes avant, sans les exécuter, c'est ça. Bah ouais, qu'on n'ait pas des endpoints sur les Mm. warehouses pour faire ça. Il y a un peu les explain qui permettent de faire ça, mais le explain, il te renvoie pas le syntax tree, il te renvoie, enfin genre, c'est pas le truc le plus friendly, quoi. Ouais. Mais ça fait longtemps que j'ai pas vu de news de DBT. Et Ces derniers surtout, temps, vas-y. ouais, ouais. Avec SQL Mesh, je pensais qu'il y aurait eu des choses qui allaient sortir. Ouais. Mais pas forcément. Je pense. SQL Mesh, je crois qu'ils ont vachement ralenti la cadence de dev sur SQL Mesh. Ils ont repris SQL Glot, mais SQL Mesh, j'ai l'impression que la cadence a quand même vachement ralenti. Et côté DBT, de ce que je vois, c'est en effet, ils bossent vachement sur Fusion, ils bossent vachement sur leur semantic layer. Je crois que c'est le truc le plus important. C'est comment enable en fait DBT comme un socle pour les agents. Et donc Fusion, ça en est un, et le semantic layer, ça en est un deuxième. Et je pense que c'est ça leur focus, quoi. Ok. Ouais. Bah, une transition, bah, c'est une bonne transition, ça. Des projets open source qui se Ouais. font racheter Bah, après avoir un peu de traction. ouais, bah, il y a dans l'écosystème Python, il y avait Astral qui est la boîte derrière UV, Ruf, qui sont deux outils extraordinaires, quoi. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un petit sondage sur mon LinkedIn, un de ces quatre. Parce que moi, j'ai beaucoup fait pas mal d'outillage, beaucoup sur Poetry, et j'ai switché sur UV il y a un an, un truc comme ça. Quand, franchement, c'est le jour et la nuit quand tu passes de plein d'autres trucs, ça marche, il n'y a aucun problème avec UV. Et là, ils se sont fait racheter par OpenAI. Ça fait penser au move de Anthropic qui avait racheté Bun. Franchement, quand tu regardes la réaction sur Internet, c'est réaction plutôt négative, hein. Genre, les gens, ils ont une dent contre OpenAI en ce moment. Ils sont en mode, bon, bah maintenant, on va avoir des pubs quand on va installer un package Python, quand on va faire UV sync, ça va nous faire une pub pour OpenAI ou ça va mettre de l'AI un peu n'importe où. Alors, j'ai pas l'impression que c'est ce qu'ils veulent faire, mais intéressant à voir, quoi. Moi, je pense que c'est marrant, c'est toujours le même pattern. Tu as une boîte open source VC-Back, ça grandit, ça marche, ils se font racheter. Le premier message, c'est ne vous inquiétez pas, on va continuer à développer l'open source. Et après, ça meurt. Et après, il y a le même cycle qui se répète après, Bah ouais, c'est sûr. sur la même thématique. Moi, le truc Sans ça. qui a vraiment cliqué là sur moi, c'est que OpenAI et Anthropic, et tu m'avais envoyé un autre lien, je crois, on en avait parlé, c'est OpenAI et Anthropic qui deviennent le nouveau cloud en fait de cette ère agentique, je pense, et c'est eux qui vont être le AWS, le GCP et le Azure de cette ère agentique. Parce qu'en fait, quand tu as Bun d'un côté, tu es capable assez facilement de bosser sur les sujets de runtime d'agents. Quand tu as UV et l'équipe qui est derrière Astral, je pense que tu peux aussi le faire parce que tu as tout la partie comment mettre le cadre software autour de ça. Plus le fait que, je sais plus, il y a une news là qui était sortie dans les ligues d'Anthropic qui sont en train de bosser sur une plateforme qui te permet assez rapidement de déployer tes agents chez Anthropic. Ils sont en train de créer en gros tout l'écosystème pour qu'en fait, tu aies juste à faire Cloud Code ou Cowork, deploy, et puis ça part chez Anthropic. Ou ça... Ça devient les nouveaux passes, quoi. Ça revient un peu à ce qu'on a discuté tout à l'heure, c'est que les passes aujourd'hui, ils permettent pas de déployer des agents de manière aussi simple que ça, avec les stratégies classiques de dockerisation et tout. Et puis, probablement, eux, ils vont offrir ça simplement as a service, un agent dans le cloud, qui se connecte un peu à tous tes services automatiquement. Ça semble être le move un peu logique, quoi, Ouais. pour eux. Ça, c'est petit même.
quand on faisait du MLOps, il y avait besoin d'avoir tous ces briques. Quand on fait de l'argent harness, bah, on a la même chose, mais on le reproduit avec pas mal de choses qu'il faut que tout le monde redéveloppe en fait dès que tu bosses sur de l'argent harness. Tout ce qui est le système, les tools, le file system, l'orchestration, faire des screenshots browser, la compaction, la memory, les prompts, le streaming, les test results, les logs. Et ça, tu vois, en bossant sur Nao, c'est littéralement ce qu'on a fait dans l'IDE, c'est littéralement ce qu'on a fait dans l'argent open source. Et plus tu parles à des gens, plus tout le monde est en train de littéralement faire exactement ça, quoi. Le guide aussi? Ouais, le Git, il est là. Mais Git, je pense que c'est l'accès à Git, je pense. L'idée derrière, c'est tu as envie d'avoir une connexion à Git pour pusher les choses. Je sais pas trop ce qu'il veut dire le Git dans ce cas-là. Ouais. Ouais, je sais pas non plus. Bon, après, c'est un mème, hein, mais c'est intéressant, je pense. Ouais, Ensuite, bon, toujours. de quoi? Ouais. Non, j'allais dire qu'en fait, à chaque fois, on recrée Ouais, recrée ouais. de la complexité de partout, donc c'est une On refait distorsion la de même flou. chose partout. Là, c'est la mode en ce moment, là, c'est Snowwork, qui est une copie chez Snowflake un peu de Cowork. Et c'est marrant, la tendance chez Snowflake et Databricks de refaire. Donc, il y a eu Snowflake Code, Genie Code. Maintenant, il y a Snowwork qui réplique Cowork. Bientôt, j'imagine, il va y avoir Genie Work. Mais les warehouses, franchement, je trouve que les warehouses. Bon, les warehouses, c'est toujours un truc important dans les data stacks. Je pense que ça va toujours exister, que ce soit le warehouse ou le lake, c'est-à-dire l'endroit où tu stockes la donnée, tu la calcules et tu le computes. Mais le layer applicatif on top, je pense que la course est lancée entre Databricks, Snowflake et tous les warehouses, et je sais pas trop où est-ce que ça va terminer ça. Je me suis reconnecté hier à Snowflake. C'est la première fois depuis, ça faisait plusieurs mois. Je t'ai pas retourné. C'est devenu un bazar incroyable. Le nombre de menus qu'il y a, mais c'est impossible de s'y retrouver, quoi. J'avais commencé, je sais pas, c'était il y a ouais, 2-3 ans. Là, c'était assez simple. Tu voyais, tu avais tes worksheets, ta liste de tables. Voilà, c'était assez intuitif. Et maintenant, tu as même 2 niveaux de menus là sur la gauche. Ouais, Et t'as pas les mêmes menus qui s'affichent suivant quelle page, sur quelle page t'es. Et ouais, tu t'y perds. Et ça devient, en fait, à force de grandir, ils ont, enfin, je sais pas, moi je trouve que l'avantage de ces plateformes je trouvais qu'elles étaient super bien faites parce qu'elles étaient super intuitives, ça marchait super bien, c'était trop bien. Bah, ça s'effrite un peu en voulant un peu faire, en voulant trop devenir probablement des plateformes d'ailleurs. Et d'ailleurs, tu vois, d'ailleurs, le degré d'innovation, comme tu dis, hein, elle copie en gros les boîtes les plus innovantes maintenant. C'est pas devenu les boîtes les plus innovantes de l'écosystème. Et ça, je trouve, c'est un peu un shift. Parce que, ouais, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense pas. Je connais bien Snowflake, mais l'avantage de Snowflake, c'était aussi l'interface. C'était super bien fait pour un ingénieur. Mais si demain, l'ingénieur travaille de moins en moins avec une interface, mais avec des agents, voilà, whatever, bah du coup, probablement leur edge est un peu moins fort dans ce monde agentique. Et je sais pas du coup ce que ça va donner par rapport à tout ça. C'est-à-dire que aussi, enfin, leur avantage aussi, c'était d'avoir un peu un DevOps ou un DBA managé pour toi. Mais si demain, toi-même, tu peux faire un peu plus de DBA ou tes agents peuvent faire un peu plus de DBA, peut-être que ça effrite un peu aussi ce edge que les warehouses avaient. Enfin, je sais pas. Mais je pense qu'il y a pas mal d'incertitudes sur cet écosystème de warehouse, ce que ça va devenir, avec tous ces workflows en fait, que tu peux faire par des agents, donc que ce soit DBA ou même ton interface pour data engineer qui va probablement être amené à changer. Moi, je sais pas. je Je suis suis assez pas trop. aligné, hein. Je pense que, enfin, ce qu'on veut d'un warehouse, c'est que ça stocke ta donnée et que ça fasse du compute. Et je pense que Ouais, exactement. ça, c'est génial. Et tu as envie, plus on va dans ce monde agentique, plus il faut que ça le fasse de manière efficace sans faire exploser tes coûts. Parce qu'en fait, tes agents, ils vont faire de plus en plus de requêtes, ils vont passer leur temps à appeler les warehouses. Et donc, en fait, tu n'as pas envie que ça augmente ta facture de x10 ou x100 parce qu'en fait, ça fait 100 fois plus de requêtes par jour. Donc, je pense qu'il faut que les warehouses ils s'adaptent à ce monde agentique-là. Et quand je dis warehouse, c'est aussi les lakes, hein. Snowflake, si tu fais la hiérarchie des trois, BigQuery, Snowflake, Databricks, pour moi, BigQuery a toujours été quelque chose qui était très simple. Tu vois, genre BigQuery, tu mets la donnée, ça marche, tu fais une requête, tu as gagné, et puis voilà. Je trouve qu'ils sont en train de rajouter de plus en plus de choses dans la UI et ça commence à être un peu perdant aussi. Snowflake, c'était assez simple aussi. Et pareil, je suis d'accord, la UI, elle a été cluttered. Et Databricks, ça a toujours été très en kit avec énormément de produits chez Databricks. Et je trouve que Snowflake, ils sont vraiment allés du côté Databricks. Et Databricks, ils sont en train d'aller vers la simplification vers Snowflake. Tu vois, genre, ils sont en train de se croiser les deux en termes de population cible qu'ils adressent, j'ai l'impression. Là où Snowflake était simple, ça devient compliqué. Là où Databricks était compliqué, ça devient simple maintenant avec Genie. Là, j'ai des feedbacks de personnes qui trouvent ça assez cool, quoi. Mais ce layer applicatif, est-ce qu'il ne va pas être mangé par Claude et OpenAI parce qu'ils sont trop forts?
On ne sait pas. Donc, quand tu vois l'usage que tout le monde est dans Cloud Code et en fait, tu vas plus ouvrir ta console Snowflake, même si tu veux du Snowflake, est-ce que ça sert encore de faire Bah, ces en fait, vérifications? tu vois le modèle qu'on a vu tout à l'heure, Agent Mail. Ouais. Donc, en gros, tu te popes un mail pour un use case. Est-ce que tu peux pas l'avoir aussi niveau warehouse, où tu te popes un fork d'une table, ou j'en sais rien, ou Ouais. d'un schéma pour ton agent, pour ton cas particulier. Et du coup, c'est ton agent qui gère le truc en background de Ouais, manière complètement isolée. ouais, je pense que c'est un peu ce qui était dans ce poste-là. C'est tu as une table et tu veux plein de branches différentes où tu diffères de cette table et à la fin, quand tu poses la question, tu veux savoir sur chaque branche quel était le truc le plus pertinent. Mais ouais, c'est ça. Eh bien, voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. C'était une session de news avec des trucs assez cool. Dites ce que vous en avez pensé en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine. On aura quelqu'un en invité, je pense. Et bonne journée. Salut, bonne journée à tous. Merci, merci Christophe, super intéressant. Ciao. Salut.